Donc on va entamer la dernière séquence de cette matinée, le nerf de la guerre, donc produire et commercialiser. Donc on va féminiser les intervenantes avec Florence Barthès, directrice de Pays Doc, et Stéphanie Domas, directrice du syndicat de l'AOP Languedoc, qui vont venir un peu vous expliquer la suite des événements, l'intégration dans les cahiers des charges, donc pour les AOP et pour les IGP. Donc Stéphanie, peut-être que tu démarres sur les AOP. Bonjour à tous. Donc je vais essayer parce que c'est la mission que m'a confiée Marie, de vous parler des VIFA. De VIFA, le nom barbare qui veut dire variété à intérêt d'adaptation pour un process qui a été mis en place et permis dans le cadre du Comité national des AOC viticoles pour pouvoir intégrer en tant que ODG dans nos cahiers des charges des variétés qui pourraient répondre à des enjeux de demain. Donc c'est vrai que nous, au sein de Languedoc, nous avons choisi plutôt la réponse à la sécheresse parce que nous avons fait travailler sur à peu près 3 ans par rapport à ce questionnement-là et essayer de voir quels pouvaient être les cépages dits patrimoniaux ou dits étrangers qui pouvaient répondre à la sécheresse au vu des enjeux de demain, au vu des attentes aussi de nos vignerons, qui est avant tout, et je ne vais pas faire sourire en disant, de produire pour pouvoir et vivre correctement, et transmettre et pérenniser les exploitations, mais aussi des vins qui sont bu par les consommateurs. Donc de ce fait, nous avons eu une procédure qui a permis d'intégrer ça dans nos cahiers des charges. Nous avons, la procédure consiste à pouvoir entre guillemets, étayer et argumenter les cépages auprès de l'INAO, étayer la justification sur le choix des cépages. Il y a une convention tripartite entre l'opérateur qui les met en œuvre, l'INAO et l'ODG qui le porte dans son cahier des charges, sachant que c'est limité à 5% au niveau de l'exploitation, 10% d'intégration et d'incorporation dans le vin, afin de ne pas modifier les données substantielles du produit, puisque nous sommes sous une phase d'observation qui durera 10 ans et qui permet aussi d'avoir sur le terrain un système d'observation permettant de voir le comportement culturel du cépage en question dans les conditions de production du cahier des charges de l'appellation, puisque si on répond à la convention, on ne perd pas le bénéfice de l'appellation. Le producteur peut toujours produire du Languedoc et revendiquer du Languedoc. Nous avons aussi le même suivi sur de l'échantillonnage. Là, c'est vrai qu'à aujourd'hui, l'échantillonnage est un peu plus compliqué puisque la convention oblige, bien évidemment, une vinification séparée du VIFA, complètement séparée. Donc nous avons des gens qui le mettent en œuvre sur des surfaces qui, des fois, est un peu limitant en termes de représentativité, je dirais, de l'échantillon, de la vinification et du résultat après organoleptique du vin. Ce suivi, il est assuré pour 10 ans sur la première période d'observation. Au final, au bout des 10 ans, nous avons 3 possibilités. De ressortir la VIFA du cahier des charges parce qu'elle ne correspond pas du tout aux attentes ou elle s'avère difficile sur le vignoble, voire difficile après en vinification ou sur les données organoleptiques finales du vin. Nous pouvons demander l'intégration de la VIFA dans le cahier des charges, puisqu'elle répond à nos attentes et à nos fondamentaux liés à notre appellation, ou nous pouvons aussi demander une prolongation de 5 ans de la durée d'observation. Tout ça est dans un but d'essayer d'anticiper le plus possible, puisqu'aujourd'hui on se doit d'anticiper. La culture que nous conduisons étant pérenne et nécessitant un minimum, je ne vais pas vous le dire à vous, un minimum d'implantation et de recul, fait qu'on essaye de gagner du temps. Alors gagner du temps, je ne sais pas si c'est le mot, mais le moins d'en perdre possible, compte tenu des enjeux et des défis de demain. Donc innover pour perdurer et innover pour trouver des solutions qui n'est pas forcément la totale réponse, mais amoindrir au maximum les effets des modifications climatiques ou du dérèglement climatique. Donc nous avons eu un cahier des charges modifié il y a maintenant un peu plus d'1 an avec l'intégration de ces cépages. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une dynamique qui est difficile à se mettre en place sur le terrain parce que les surfaces
et les vignerons et vigneronnes qui souhaitent le tester sont souvent petites. Les conditions d'observation culturelle ainsi que les vinifications séparées peuvent être des fois compliquées. Et c'est vrai qu'on essaye toujours d'essayer de motiver les troupes pour qu'il y ait des vignerons et vigneronnes leaders sur le sujet afin d'en implanter le plus possible. Je ferai un petit aparté, je m'en excuse, vis-à-vis, parce que je sais qu'il y a des gens de France Agrimaire. L'aide majeure qui pourrait nous aider à l'intégration des VIFA quand même, avec un soutien aux vignerons, ce serait aussi que pour certains, ils puissent s'intégrer dans les PCR, donc les plans collectifs, ce qui ne peut pas être le cas aujourd'hui et qui serait bien pour une petite partie, pas pour tous, puisque nous on en a quand même pas mal, le Terré, le Rivail-Renc, le Montepulciano, le Piquepoul Gris, la Clairette Rose, etc. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais c'est vrai que la dynamisation auprès du vigneron et du risque qu'il prend à tester chez lui, dans son unité personnelle, individuelle, même en coopérative aussi, puisqu'en coopérative, nous pouvons mettre en place, bien évidemment, au sein des coopérateurs des VIFA, mais il faut qu'il y ait le même VIFA qui soit vinifié ensemble au sein de la structure collective. Une dynamisation par le plan collectif pourrait être la clé, en tout cas, pour aider le plus possible les vignerons et vigneronnes à le mettre en place sur le terrain. On va donner la parole à Florence Barthès, qui va compléter le propos sur les versions IGP. Bonjour à tous. Donc, alors version IGP, on va dire que pour nous, l'intégration de ces cépages à partir de leur classement définitif, tous les feux sont au vert pour pouvoir les accueillir et on s'en réjouit. Parce que Laurent s'en souvient, on a fait faire il y a plus de 10 ans des micro-vinifs sur les cépages bouquets auxquels nous sommes très attachés. Et je reviens simplement sur ce beau travail collectif dont on se réjouit. Au niveau de Pays d'Oc. Alors, pour rentrer les bouquets sur le cahier des charges de Pays d'Oc. Donc, depuis 2019, nous avons mis en place, il a été souhaité par le président et les élus de mettre en place une liste de cépages secondaires d'innovation. Donc, cette liste de cépages secondaires d'innovation, parce que la particularité du cahier des charges Pays d'Oc, c'est qu'on a une liste principale de cépages qui, eux, sont étiquetés. Ensuite, une liste secondaire de cépages secondaires qui, de mémoire, concernait, je regarde Jacques, mais le Picpoul de Pinet, pour ne pas galvauder l'étiquetage du Picpoul. Donc, cette liste secondaire permet des assemblages des bicépages, mais ne permet pas en monocépage d'être étiqueté. Et a été greffée donc à cette liste de cépages secondaires une liste de cépages secondaires d'innovation. En 2019, sont rentrés dans le cahier des charges 5 cépages, enfin 5 variétés résistantes. Donc le Souvigné gris, le Muscaris, le Cabernet Cortis, le Cabernet Blanc et le Sorelli que vous avez pu voir tout à l'heure sur la liste donc de France Agrimaire. Donc ces cépages, effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Stéphanie, on rejoint le plan collectif régional et ont été fléchés pour aider les vignerons. Et la particularité aussi de ces variétés résistantes, c'est qu'elles sont contingentées sur le vin revendiqué à 15%. C'est-à-dire que pour le vigneron qui voulait se lancer dans la mise en place de ces cépages, on lui laisse l'opportunité commerciale de pouvoir rentrer dans la règle des 85-15 et de les commercialiser. Et les cépages qui ont été choisis sont tout à fait en adéquation avec la possibilité d'être assemblés avec des cépages de la liste principale des Pays d'Oc. Donc, l'enjeu des bouquets, des variétés bouquets pour nous, c'est dans un premier temps qu'ils intègrent la liste, donc tout de suite, des cépages secondaires donc d'innovation, qui vont permettre, dans un premier temps, d'avoir la production de bois et de permettre aussi, petit à petit, un jour de pouvoir les remonter dans la liste des cépages principaux. Donc la première liste est de pouvoir donc vivre leur vie et porter les couleurs du vignoble du Languedoc-Roussillon. Il y a un point qui me semble extrêmement important et je me réjouis d'autant plus de cette coobtention, c'est le nom qu'on va donner à ces variétés. Ça, c'est fondamental, il ne faut pas le perdre de vue parce qu'il faut que le consommateur comprenne et que la commercialisation soit un atout. Et l'atout
de notre vignoble passera, bien évidemment, par le nom de ces variétés. C'est fondamental. Et d'où cette cooptation qui est très, très, très chère à nos yeux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'intégration de ces cépages dans le cahier des charges des Pays d'Oc. Bravo à toutes les deux parce que c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Didier? Madame Barthès, Didier Viguier, vous avez donc cité un certain nombre de cépages qui ont été introduits dans l'encépagement, notamment des cépages. Alors, j'en profite pour dire que moi, le terme résistant, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai toujours dit tolérant. Qui peut se vanter d'être résistant? La nature, et encore, on la bousille. Donc, ces cépages que vous avez cités, est-ce que vous avez tenu compte de l'ensemble des essais provenant d'essais bien sûr neutres, comme je dis tout à l'heure, pour les intégrer dans votre cépagement? Parce que si c'est pour tout mettre, tout et n'importe quoi, pour faire plaisir à Pierre-Paul ou Jacques, à mon avis, ça ne va pas résoudre les problèmes, quoi. Donc vous avez cité notamment deux cépages, moi, qui m'intriguent. En tout cas, je laisserai mes collègues peut-être s'exprimer dessus. Je ne suis pas sûr que ça réponde à beaucoup de problèmes et arranger les choses. Voilà. Et qu'on a meilleur. Bon, mais enfin, j'attends, si vous avez si vous êtes appuyé sur des résultats régionaux, nationaux, étrangers, vous avez cité deux cépages étrangers dans vos résultats. Un qui me plaît, oui, l'autre beaucoup moins, le noir. Non. Vous avez une commission technique, je suppose, d'accord. Et à cette commission technique, il siège des personnes, je suppose, oui. Ben, j'entends le Cabernet Cortis, moi je vois pas, enfin je ne sais pas le Cabernet Cortis, qu'est-ce qu'il va apporter en termes de profit de vin. Le Muscaris, alors pour moi c'est une belle saloperie, excusez-moi, culturelle. J'alerte les vignerons qui vont planter. Voilà, non mais je pèse mes mots, je sais que chaque fois j'exagère, mais en fait. Heureusement. Oui, mais plus tard les vignerons, qu'est-ce qu'ils diront? Vous m'avez fait mettre ça? Qui c'est qui m'a fait mettre ça? Alors, voilà. Le Muscaris a été une question qui a été longuement débattue sur le Conseil, pour la bonne et simple raison que, à l'époque, ce sont des vignerons que nous avions dans les Pyrénées-Orientales qui avaient fait cette demande justement pour trouver une réponse pour eux par rapport à leur production. Par rapport aussi à la typicité aromatique. Voilà. J'entends bien, c'est très local, quoi, voilà. Mais attention, on le met, attention, parce que c'est vraiment ça voilà. Quand on a des nouveautés, il faut prendre, je pense, il faudrait essayer de pouvoir, si on peut, prendre les variétés les plus, je dirais, les plus polyvalentes et les plus intéressantes, quel que soit le milieu. On a la mécanisation des gestes, la mécanisation de la taille, de la vendange, tout ça, il faut en tenir compte aussi, quoi. Voilà, donc, parce que je trouve qu'il y a des variétés, vous savez, il y a 150 ans, il va se passer dans les 50 ans à venir ce qui s'est passé il y a 150 ans. Il y a eu des milliers de variétés créées, des milliers. Combien reste-t-il? Il y a eu 99% de choses, excusez-moi, qui n'étaient pas bonnes ou qui ont été créées par certains pour faire du business. Il y a des gens qui ont fait des fortunes avec l'hybridation. Des viticulteurs de chez nous, avec des porte-greffes. Monsieur Castel, au doigt, 187-17 Castel, c'était Monsieur Castel, vigneron à Paray-de-Longue, à Penotier. Voilà. Donc il y a un tas de gens qui ont saisi des opportunités pour effectivement faire de l'hybridation et donc proposer leurs bébés. Bon, bien sûr, mais les bébés, ils ne sont pas tous beaux. Enfin, tous, ils sont petits, ils sont beaux, mais quand ils grandissent, voilà. Bon, bah, au moins, avec les bouquets, on a des garanties qualitatives qui font qu'on ne tombera pas dans cet écueil. D'autres questions? Oui, monsieur. Non, ce n'est pas une question, c'est pour répondre à la remarque de Madame Doma. Le PCR, il est bâti pour une durée de 3 ans, vous le savez aussi bien, voire mieux que moi. La liste des cépages, elle ne sort pas d'un chapeau, elle est discutée avec les professionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour qu'une variété soit éligible aux aides à la restructuration du vignoble, il faut qu'elle soit classée définitivement. Donc sans classement définitif, pas de possibilité d'aide ni d'intégrer un PCR. Donc ça sera peut-être pour le PCR suivant, 2028-2031. Je peux répondre par contre. Dans le sens où tous les cépages que j'ai cités et qu'on a demandé sur le classement du PCR, donc le dernier qui avait été discuté, je pense, en mars, ou en tout cas dans ce pas de temps-là, nous avons demandé sur une liste réduite des cépages qui existent bien, des cépages dits patrimoniaux, qui ont été demandés, donc qui sont bien classés,
Ils existent, ils sont même d'ailleurs déployés commercialement par certains pépinéristes. Un peu rares, c'est vrai, mais en tout cas, il y a des pépinéristes qui jouent le jeu. Donc, pour moi, je parlais uniquement de cépages qui ont la possibilité d'y intégrer. Sauf qu'aujourd'hui, sans vouloir faire de jugement, le PCR voit et est vu plutôt comme une dynamisation sur un cépage à caractère aussi de déploiement commercial, c'est-à-dire en termes de déploiement au sens quantitatif du terme, et que quand nous avons soumis l'idée de rentrer les patrimoniaux, certains d'entre eux, c'est l'argument qui nous a été avancé. Donc bien évidemment, nous serons là pour le prochain, parce qu'on a raté le coche de celui d'avant. Mais pour moi, c'est une évidence. Si on veut pouvoir faire avancer, si on veut pouvoir faire jouer le vigneron et la vigneronne dans cet aspect que je dirais prise de risque, qui est relativement importante, parce que déjà sur un opérateur, par exemple, qui en a planté certains sur un territoire en terrasse du Larzac, il est déjà face au surgreffage d'un des cépages. Donc il y a bien une prise de risque maximum pour le vigneron, pour son unité individuelle. Et ok, moi je défends une appellation, mais sans vigneron et vigneronne, il n'y a pas d'appellation. Donc je défends aussi les vignerons qui font l'appellation, et nous pensons qu'il est important que ces cépages potentiellement d'avenir puissent être pas forcément déployés de grande envergure, mais comme nous sommes dans une notion d'appellation et d'assemblage, mais justement pour essayer d'accentuer encore plus la résilience du vigneron face à des aléas climatiques qui quelquefois touchent certains cépages et pas d'autres, certains cépages de façon beaucoup plus violente que d'autres. Donc c'est important pour nous d'avoir cette dynamisation, sinon j'avoue, on peine un peu à avoir des leaders qui jouent le jeu, parce que eux, ils mettent entre guillemets, leur entreprise dans l'histoire, ils mettent tout ce qui est en relation avec leur domaine, voire même leur cuvée, même si c'est contingenté dans le vin, 5% du vignoble, 10% du vin. Voilà. Et j'avais juste pour répondre, parce qu'il y a bien quelqu'un de résistant, je pense, dans la salle, c'est vous. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il faut faire quand même, et pas oublier une chose, et je vais peut-être choquer, parce que oui, je dirige un syndicat d'appellation, mais avant tout, les vignerons font du vin. Donc, on produit du raisin pour faire du vin. Et ce vin, moi, je ne sais pas comment on peut en vivre si on ne peut pas le vendre. Donc, si on ne peut pas le vendre et qu'on ne répond pas à un moment donné à la demande du consommateur pour qu'il achète, il n'y aura de toute manière plus de viticulture, plus d'appellation, plus d'IGP, plus personne. Parce que le seul et unique qui dicte les règles aujourd'hui, que l'on appelle marché, que l'on appelle commerce, au final, c'est bien quelqu'un qui le boit. Voilà, c'est tout. Ça sera le sujet de la table ronde. Non, moi, la notion de nom, on ne va pas en débattre là parce qu'on va y passer la journée. C'est comme des sujets délicats, on n'en passe pas. Mais de toute façon, retenez une chose, et nous les premiers, quand on arrive chez un commerçant ou au supermarché, qu'on voit tous pareil, les mêmes noms et tout, on s'y perd, on perd la boule. Si vous adoptez des noms qui prêtent confusion avec des noms existants, où va se trouver le consommateur? Alors, je referme la parenthèse. Voilà. Mais attention. Voilà. Et ensuite, dernière chose, parce que mes amis, les collègues pépiniéristes, ils pensent très bien, les VIFA, tout ça, d'intégrer des cépages peut-être moins impactés par la sécheresse. C'est super. Mais on revient en arrière, on refait l'histoire. L'histoire est un net recommencement. Donc, vous avez tous intégré des variétés dites anciennes, secondaires. Vous le savez, il n'y a pas équilibre entre l'offre de plan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vignes mères de réforme pratiquement, de terret blanc, de carignan blanc, de carignan gris, de riverain blanc, de riverain gris, de terret gris, de terret blanc. On a tous les cépages, parce qu'on est passé pendant 30 ans sur des cépages mondiaux, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, voilà. Et on a laissé tomber tous ces cépages. Il faut reconstituer ce parc de vignes mères de réforme certifié pour que les pépiniéristes puissent vous... Et les pépiniéristes, ils nous assaillent à nous, les multiplicateurs, pour qu'on leur vende des greffons. Je vous donne un exemple, des greffons de carignan blanc. Le potentiel qu'on a, nous, à la Chambre de culture de l'Aude, en certifié, il est commandé pour les 4 ans à venir. Donc, voilà. Donc, attention, quand vous intégrez des nouveaux cépages, et c'est louable, attention, les viticulteurs n'auront pas des plantes de suite et commandez-les 2 à 3 ans à l'avance. Qu'en est-il des variétés qui peuvent être cultivées en gobelet? Toutes fertiles sur les yeux de la base. Et même certaines très très fertiles. Thierry, voilà.
Donc, les descendants de Grenache, très fertiles. Le descendant de Blanc, le 3954-12, dernier parent Chazan, très fertile. Léger, n'en parlons pas. Alors, Léger, attention, hop, hop, hop. Les petits degrés, là, pour faire des vins à faible degré, oui, friand, bête de soif, oui. G5, G9, oui, G14, moi, pour moi, c'est de la ramone noire. Je referme la parenthèse. Attention, légers, ils sont peu fertiles sur les yeux de la base. Et notamment le G9. C'est-à-dire que les raisins naissent à partir du 3 et 4 mieux. Donc, en taille courte mécanique, sur les G, et notamment le G9, vous aurez des déceptions. G5, c'est mieux. G14, je le mettrai entre les deux. Tous les autres, ça, c'est le génie d'Alain, très fertile. Pas de souci. Rémi Cayat, tu voulais prendre la parole. Merci Marie, merci Didier pour tes interventions. Juste un point, mesdames, dans vos présentations, bon, je sais que c'est une journée sur les variétés INRAE bouquet, donc vous parlez beaucoup d'intégration de ces variétés dans les cahiers des charges et l'inscription. Et je m'interroge sur l'opportunité de miser uniquement sur un type d'offre variétale et l'importance de proposer à l'ensemble des viticulteurs qui sont présents aujourd'hui ou demain la gamme la plus diversifiée pour limiter les risques qui peuvent être associés et qu'on ne sait pas encore forcément anticiper à cette offre-là. Voilà. Donc ne pas forcément miser la montée d'inscription dans vos cahiers des charges sur un seul type d'offre variétale. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Benoît Cavalier, le président de l'AOC Languedoc. Oui, ça introduit un peu mes propos tout à l'heure, mais pour faire court sur ta question, on déguste depuis un certain nombre d'années tous ces cépages. Et aujourd'hui, par rapport au profil de typicité de nos appellations, on est fortement intéressé par ce qui est en préparation, et de loin, et de très très loin. Donc c'est plus lié à une fidélité, entre guillemets, à un style de vin, à une famille de vins, qui fait qu'aujourd'hui, on privilégie, entre guillemets, on privilégiera les prochains pays. Mais il y a d'autres cahiers des charges, d'autres appellations de France qui s'y retrouvent très bien dans cela et qui ont déjà fait des modifications du cahier des charges. Nous, on est en attente. Voilà. Merci Jean-Benoît. Une autre question, Loïc. Loïc Breton, directeur de VCR, pépiniériste, obtenteur de variétés résistantes d'origine italienne. La mise en point d'une variété résistante, on l'a évaluée entre 500 000 et 1 million d'euros. Simplement, c'était une question qui se posait, mais donc c'est ça, on l'a évalué. Donc c'est un coût important qui est supporté, bien entendu, là, au niveau français, par le public, sur d'autres pays, par des entreprises privées. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de l'Italie, au niveau des créations variétales, nous avons pris exactement la même stratégie que celle d'Alain Bouquet, c'est-à-dire qu'à partir d'un géniteur, nous avons croisé avec une variété emblématique. C'est ce que vous avez pu voir sur ces schémas-là. Donc c'est pour ça que on a utilisé exactement la même procédure au niveau de la création variétale. Ce qu'on continue, c'est pour ça qu'on a créé des merlots, des cabernets, des sauvignons. Là, en cours, on est actuellement des grenaches, des syrahs. On a un panel d'à peu près d'une trentaine de variétés emblématiques qui vont sortir croisées avec les géniteurs pour donner cette résistance-là. Au niveau des noms, l'Italie a pris le choix suivant. C'est que si le produit obtenu est similaire à la variété emblématique au niveau du nom, elle peut porter le nom parce qu'au minimum, elle a 50% du patrimoine génétique de cette variété-là. C'est pour ça que vous avez, dans les variétés italiennes et de VCR et d'Udine, le Merlot Corus, le Cabernet Volos, le Sauvignon Ritos. Vous en avez d'autres, le Pinot Corse, le Pinot Iskra, parce que, si vous voulez, elle représente exactement au niveau organoleptique, elle est similaire à la variété emblématique à ce niveau-là. Alors, pour pouvoir pas perdre le consommateur, lorsqu'il prend un Merlot Corus et qui est un Merlot similaire et qui, au niveau du goût, c'est exactement la même chose, si je l'ai appelé un autre nom, il ne le comprend pas.
Donc c'est une évolution qui est incontestable. Au niveau, on l'a fait au niveau du génie, avec le génie génétique. Nos ancêtres, ils l'ont fait au moment du phylloxéra en greffant un porte-greffe et un vitis vinifera par rapport au problème du phylloxéra. Là, on a un autre problème, c'est les maladies cryptogamiques. Donc on a trouvé, grâce au génie génétique, de pouvoir trouver une solution. Voilà un peu la position que nous avons au niveau des CR. Merci. Donc juste, je vous rappelle, dans ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la convention, la lettre accord signée avec l'INRAE, que c'est aussi ce qui nous a rassurés, c'est que la filière va être impliquée dans le choix des dénominations sur les variétés bouquets, parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu évidemment très très fort. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Anne-Laurence, je suis vigneronne dans les Corbières. Moi, j'ai une question parce qu'on a beaucoup parlé de tolérance aux maladies. Mais en fait, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a aussi une vraie demande sur la tolérance à la sécheresse. Et donc, peut-être qu'on abordera ça cet après-midi, mais est-ce qu'on va avoir plus de réponses, notamment sur quelles variétés vont être les variétés de demain face à ces modifications climatiques? Alors, je vais faire une première réponse et après je te donne la parole, Laurent. Donc justement, l'Interpro, le CIVEL, a cofinancé une thèse sur ce sujet-là, puisqu'en effet, dans la logique de création variétale, on avait tendance à être monosujet, c'est-à-dire la tolérance aux maladies d'un côté, l'adaptation sécheresse de l'autre. Donc il y a une thèse qui est en train de se finaliser au sein de l'INRAE de Pêche Rouge sur 6 variétés résistantes tolérantes, dont quelques bouquets. Et les résultats seront bientôt disponibles avec des indicateurs qui sont en plus définis et peaufinés, qui permettront d'aller les appliquer sur d'autres variétés. Donc voilà, ce travail est lancé et on va le continuer. Je donne la parole à Laurent qui dirige la thèse. Oui, effectivement, c'est une question très pertinente parce que, comme on l'a dit, le sujet du jour, c'est des variétés qui vont permettre de réduire l'utilisation des phytosanitaires. Mais pour autant, il faut qu'elles fassent du bon vin et puis qu'elles soient résilientes, comme l'a dit mon collègue Hernan, aux futures conditions climatiques. Enfin, je dis futures, mais on est déjà dans des contraintes climatiques très fortes. Et en fait, le problème, c'est que les hybrideurs, aujourd'hui, qu'ils soient italiens, allemands ou français, ils peuvent sélectionner des variétés résistantes parce que les marqueurs des gènes résistants, on les connaît, on peut les cribler avec des marqueurs moléculaires. Je dirais que c'est assez facile de faire des variétés résistantes, finalement, pour la résistance. Plus compliqué de définir leur aptitude qualitative, mais ce n'est pas insurmontable. Il faut faire des vinifications et déguster les vins. Beaucoup plus compliqué de voir quel est le potentiel d'adaptation d'une variété au climat d'aujourd'hui et au climat de demain. Donc nous, on a choisi d'aborder avec mes collègues de l'INRA Pêche Rouge la tolérance à la sécheresse, parce que dans la région, ça va être le paramètre largement le plus limitant, qui sans doute, on ne pourra pas irriguer toutes les parcelles, ça sera un facteur limitant très fort. Et on a compris avec Hernan, il y a quelques années, que finalement, aucun hybrideur ne fait aujourd'hui ce travail de sélectionner pour l'aptitude à la tolérance à la sécheresse. C'est un travail très long, très compliqué, et que donc sont mises aujourd'hui sur le marché, sont déployées. Les variétés INRAE ou les variétés italiennes ou autres, c'est la même chose. Hein. Des variétés finalement dont on ne connaît pas le comportement vis-à-vis de la sécheresse. Et en réalité, c'est le viticulteur, ce sont les parcelles vigneronnes qui vont donner le résultat de ça. Ça va prendre du temps, ça va coûter très cher parce qu'on va sans doute planter des parcelles avec des variétés qui ne seront pas adaptées. Le tri va se faire forcément, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et donc on a choisi, grâce à la région qui nous a soutenus sur une bourse de thèse et la contribution du CIVL, d'essayer d'objectiver sur un petit panel. On a travaillé sur 6 variétés bouquets, 4 variétés bouquets, l'artaban et le floréal, avec la syrah et le grenache comme témoins. On a choisi d'essayer d'objectiver la réponse à la tolérance à la sécheresse dans un dispositif qui a démarré il y a déjà 5-6 ans. Et il y a un atelier cet après-midi où je vous montrerai les premiers résultats. C'est intéressant, on voit déjà que par exemple l'artaban, pour rester sur le reste du Rhône, il est très résilient finalement à la sécheresse, il diminue assez peu le rendement. Par contre, le floréal, il est très impacté. Donc l'objectif, c'était de commencer à tester ce premier panel, objectiver les paramètres qu'il faudra fournir aux sélectionneurs ou aux viticulteurs pour faire le tri rapidement, parce qu'il y a un grand nombre des variétés dont on parle aujourd'hui qui s'avéreront sans doute pas économiquement viables si on n'a pas de l'irrigation ou des choses comme ça. Mais je vous invite à venir à mon atelier cet après-midi, on en parlera dans le détail. Merci. Donc c'est l'atelier 3. Juste la réponse n'est pas parce que Laurent il est cépage. Et le porte-greffe qui peut
Il y a plusieurs leviers par rapport à la sécheresse. Sur les porte-greffes, l'INRAE travaille. On a mis en place des VATE en allant voir dans des pays étrangers plus chauds que le nôtre si ces porte-greffes-là pouvaient convenir. On le part de conditionnel, on verra dans 10 ans. Hein, donc, voilà, donc et dernière chose, je suis effaré de voir de plus en plus la conduite de la vigne. Il y a des gens qui sont fadas. Avant, manuellement, on formait la vigne en 4-5 ans. Maintenant, on a des machines qui tapent et on fait produire la vigne en 2e, 3e feuille, 5, 10, 15 tonnes hectares. Fou! La vigne ne peut pas supporter ça. On met de l'eau en veux-tu, en voilà, en première feuille. La vigne, quel que soit le système racinaire, ne va pas plonger, elle va rester en surface. Folie. Moi, je suis ébahi. Voilà. Et c'est pas avec ça qu'on va faire. Voilà. Et s'il y avait des variétés nouvelles, tolérantes, on fait pareil, ça ne résoudra pas le problème. Donc, en plus des variétés du porte-greffe, les conduites, les pratiques culturales mieux respectueuses que ce qu'on voit dans certains endroits où je me dis c'est plus de la vigne. C'est plus de la vigne. Où sont les accords de Dublin? 90 hecto-hectares. Merci. Merci Didier. Du coup, si tu m'avais laissé répondre, j'aurais dit la même chose que toi, j'aurais même rajouté quelque chose, ce sont les clones. Donc on a déposé, notre service technique CIVEL a déposé un projet de recherche à l'Agence de l'eau. On l'a remporté, donc on a eu un budget de 400 000 € là, sur 2 ans pour aller explorer justement la diversité existante, la diversité génétique qu'on sous-exploite. C'est quand même le message de cette journée, c'est ça, c'est que c'est un levier très très important d'adaptation et on le sous-exploite dans la filière viticole. Il s'agit donc des cépages, des variétés, des clones et des porte-greffes. Et ce qui est très intéressant sur les clones, donc tu ne l'évoques pas, mais où c'est quand même très intéressant, notamment pour les appellations et les IGP, c'est que du coup, ça ne nécessite pas une évolution du cahier des charges, et que là, on a un levier qui est directement accessible. L'IFV a mené des recherches à Bordeaux, ou sur du merlot, et ils ont fait un gain d'1 degré avec un clone de merlot. Donc là, il y a aussi vraiment quelque chose à explorer.